Nouveau numéro de votre émission Espace Éco sur SICA. Bienvenue à tous. Les marchés publics, de plus en plus appelés commandes publiques, constituent l'une des clés du développement en Afrique. Le volume en valeur des marchés publics passés annuellement sur le continent est estimé à plus de 50 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 50% des importations africaines. Malgré les différentes réglementations et directives qui encadrent le domaine des marchés publics en Afrique, il demeure un milieu où règne toujours une certaine opacité et autres pratiques, des fois très peu orthodoxes, qui freinent sa bonne exécution. Aussi, l'accès à la commande publique qui respecte une certaine règle n'est pas forcément équitable. Des petites et moyennes entreprises, PME, qui représentent l'immense majorité du tissu économique africain, sont plutôt laissées en rade. La commande publique, de l'attribution à l'exécution, quid de la gestion équitable et transparente, c'est le thème de cette émission. Et pour l'aborder, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Dadi. Il est expert en marché public. Monsieur Dadi, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Monsieur Crépy, merci de m'avoir invité. J'accueille également Serge Prince Agbodjan, il est juriste. Monsieur Agbodjan, merci d'être sur ce plateau d'Espace Éco. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à l'ami et puis merci de nous inviter. Alors, avant d'aller plus loin dans cette émission, on ne peut s'empêcher de faire la remarque de ce que, de plus en plus, on parle de commande publique au lieu de marché public. Monsieur Dadi, qu'est-ce qui justifie cette modification d'expression? Alors, ce n'est pas tant une modification, mais c'est plutôt une évolution. Une évolution parce qu'aujourd'hui, parler de marché public tout simplement, c'est plus être dans une notion juridique et administrative. Aller vers une notion de commande publique, c'est intégrer beaucoup plus une notion d'achat, de détermination beaucoup plus précise du besoin et d'intégration du cycle global du produit qu'on achète dans le prix d'acquisition du produit. Donc, en réalité, la commande publique, non seulement englobe les marchés publics, mais va un peu au-delà en termes d'achat. Alors, quand vous dites définir les besoins pour que cela puisse correspondre à l'offre, qu'est-ce que vous voulez mettre au niveau de définir les besoins? On estime aujourd'hui que faire une acquisition pour satisfaire le fonctionnement de l'administration, puisque les marchés publics, c'est les contrats de l'administration, il faut absolument savoir ce qu'on veut acheter, pourquoi on veut l'acheter, quelle est la destination de ce qu'on achète. Il ne suffit pas pour un service marché public de dire telle structure a besoin de tel objet pour fonctionner, pour se contenter de rédiger des clauses dans leur coin et commander. Il faut intégrer à cette logique et être en mode projet les utilisateurs de ce produit pour que l'expression du besoin soit assez fine et permettre une satisfaction optimale de ce qu'on va acquérir in fine. Monsieur Serge Prince Agbodjan. Non, je pense que la notion, si nous la replaçons dans le contexte juridique qui semble être un peu la part que j'aurais à jouer au cours de cette émission, c'est qu'elle recouvre une notion plus large. Lorsque on parle de la commande publique de manière générique, pour nous, c'est qu'on parlait des contrats liés au marché public, exclusivement le marché public. Donc, aujourd'hui, avec la notion commande publique, cette notion regroupe une notion plus large, englobant plusieurs autres formes de contrats avec du secteur public, en cherchant le bien qu'il veut. Donc vous avez dans la commande publique les marchés publics, vous avez dans la commande publique telle que c'est indiqué, vous avez les délégations du secteur des services publics, vous avez les contrats de partenariat, donc vous avez une notion plus large qui ne se limite pas seulement au niveau même du marché public tel que nous avons dans les codes de marché public. Donc c'est une notion plus large qui englobe beaucoup d'autres missions que l'État a à faire en matière de recherche des biens ou des services dans le cadre de la satisfaction de sa population, de son territoire, en tout cas,
pour la visibilité de sa mission dans un pays, il va falloir que l'État puisse accéder à certains services pour permettre à ce que tous les autres puissent l'avoir. Donc, la notion est plus large et ça ne se limite plus simplement au marché public, donc au code de marché public qui reste quand même le texte de base en matière de marché public, de commande publique. Donc, aujourd'hui, nous avons le marché public, donc régi par le code des marchés publics. Vous avez des lois telles que les contrats de partenariat qui aujourd'hui sont organisés dans des lois spécifiques qui ne sont pas des lois liées au code des marchés publics. Vous avez même dans certains pays la délégation des services publics qui est réglementée également par une autre loi qui n'est pas forcément la loi prévue dans le code des marchés publics, même si les grandes lignes sont les mêmes en matière de la commande publique. C'est un peu ce que je pourrais ajouter à ce que M. Dadi a dit. Alors, je me permets de réagir par rapport à ce qu'a dit M. Aboudjan. Je suis entièrement d'accord avec vous, que la notion de commande publique va au-delà des marchés publics, mais il y a quand même un principe qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'au premier franc dépensé, on est un marché public. Tout contrat qui lie l'État à un prestataire, quel qu'il soit, est un marché public. Qu'on soit en délégation de services publics, qu'on soit en contrat de partenariat, ça reste un marché public parce que c'est l'outil juridique par excellence qui permet à l'administration de fonctionner. Aujourd'hui, on parle de commande publique parce que justement, on englobe tout ceci dans le cadre générique du fonctionnement de l'État, mais on va aussi au-delà du juridique et de l'administratif en ajoutant une partie d'économie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour l'État, c'est plus simplement de dépenser, mais aussi de faire des économies, parce qu'on est dans une période de crise. Non, je suis d'accord, mais pour moi juriste, même si la notion l'englobe, ce n'est pas dans les mêmes textes juridiques que vous allez régler ces questions-là. Parce que si, dans toute commande, nous avons la notion de marché public, d'accord, mais dans l'application, dans le respect des normes, en ce qui concerne ce marché public, nous sentons dans les pays aujourd'hui une certaine liberté dans les contrats. Donc vous avez le code des marchés publics qui réglemente la matière des marchés publics. Vous avez le code les contrats de partenariat qui sont réglementés aussi. Au Bénin, vous avez la loi du 28 juin qui parle de cadre juridique de partenariat public-privé. Vous avez dans certains pays aussi des lois spécifiques qui organisent la délégation du service public. Donc, lorsque le juriste il voit l'ouverture de ces lois, même si de manière générique, vous avez le marché public qui veut dire je vais dans une commande avec ou dans un contrat avec le secteur public surtout, mais je ne suis pas dans le traitement des activités dans la même loi. Donc c'est un peu disons la démarcation que nous faisons en disant lorsque vous êtes dans la commande publique, ça englobe et le code des marchés publics, ça englobe et la loi réglementant le partenariat, les contrats de partenariat, ça englobe même les lois. Il y a des pays qui ont fait des ordonnances spécifiques pour régler tous les contrats, toutes les commandes qui sont liées aux structures décentralisées. Et on leur fait leur loi spécifique pour dire, vous n'êtes pas dans le code des marchés publics, mais si vous voulez faire des commandes publiques, vous êtes réglementé par une certaine disposition prévue dans une loi. Au Bénin, tout se passe dans le marché public, à l'exception de la délégation qui est ressortie ces derniers temps par l'amendement, et puis le contrat de partenariat qui est complètement différent du code des marchés publics. Alors, cette réforme qui veut qu'on parle désormais de commande publique, quelle amélioration une telle réforme pourrait par exemple apporter en termes d'efficacité, de performance des contrats publics en Afrique? Déjà, pour répondre à votre question, je vais me permettre de surréagir par rapport à ce qu'a dit monsieur parce que nous sommes limités dans le temps. J'en suis conscient. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance au niveau international qui conduit à avoir plutôt des codes de la commande publique que des marchés publics. Oui. Et aujourd'hui, il y a une ordonnance qui est sortie en France, pour l'exemple que je connais le mieux, qui date du 23 juillet 2015, et qui a tendance à refondre
reprendre tout le système de commande de l'administration publique en intégrant tous les marchés publics, tous les contrats de partenariat public-privé, toutes les délégations de services publics et qui intègre dans un seul et même document tous les types de contrats qui permettent à l'administration de fonctionner. Donc on est dans un vrai mouvement d'optimisation des tests de loi qui vise à vraiment instaurer la commande publique comme un outil d'efficacité, parce que justement on aura cette efficacité juridique, cette efficacité réglementaire qui permet d'avoir de la visibilité par rapport à ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, mais aussi qui permet à toute administration qui a envie d'acheter de savoir quelles sont les procédures auxquelles elle peut avoir recours pour plus d'efficacité dans la consultation par rapport à son avis public à la concurrence, et aussi de permettre aux agents qui sont en charge des marchés publics de gérer de bout en bout les procédures pour gagner du temps, pour gagner de l'argent et pour satisfaire au mieux les besoins de l'administration. Monsieur Sechpas Abodian. Non, si je reste dans la logique, je pense que sur la notion en Afrique, ils sont beaucoup plus dans, disons, l'ouverture du Code des marchés publics. Vous venez, le Bénin, c'est le 28 juin dernier, simplement que le contrat de partenariat a été promulgué. Donc, aujourd'hui, la vie au niveau des pays africains, c'est beaucoup plus pour l'éclatement encore, contrairement aux autres pays qui sont déjà en avance et qui ont déjà commencé à faire l'unification de leurs droits. Mais pour nous encore, nous sommes à l'éclatement pour permettre à ce que les acteurs qui ne sont pas, et on viendrait là, qui ne sont pas encore si professionnels que ça, comme dans les autres pays, qui ne comprennent pas encore la mesure avec les contraintes que nous allons élaborer aujourd'hui, puissent commencer à maîtriser la notion avant d'aller à l'unification. Pour nous, en tout cas pour un juriste, c'est toujours bien d'avoir un seul test pour pouvoir savoir comment conseiller, comment accompagner, que d'avoir des tests épars partout pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, ce que je constate, c'est que tous les États, la plupart des États africains, en tout cas, si je vois un peu le contrat de partenariat, la plupart, ils ont une loi spécifique pour ce contrat et ils n'ont pas encore fait la codification pour atteindre l'objectif que les autres pays, comme les autres, la France, comme il a bien dit, M. Dadi, passent déjà à un code pour pouvoir unifier le droit. Nous sommes encore à cette étape et c'est justement là... Le fait que l'UEMOA se situe dans ce contexte et demande à ces pays membres d'aller à cette unification des tests, est-ce que cela va booster les choses? Moi, je pense, dans la pratique des faits, qu'il y a des éléments qui ne concordent pas du tout encore à cette unité. L'idéal, c'est qu'on ait cette unité. Mais déjà, sur le marché public, vous avez tous les problèmes des pays. Vous avez un problème redondant, on en parlera, le conflit d'intérêts. Ce n'est pas la même chose dans les autres pays en Europe. Ce n'est pas possible qu'un président de la République ou un ministre du gouvernement puisse, par des sociétés écrans, gagner des marchés. Ça, ce n'est plus dans leurs mœurs. Parce que tout le système de transparence est en place et qui permet d'aller très vite dénoncer, disons, tirer la sonnette d'alarme. Les structures existent. Mais si vous observez en Afrique, les grands problèmes se posent par là. Parce qu'il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette transparence. Et c'est justement pourquoi l'UEMOA a commencé à éditer des règles de région, les directives, pour fixer les règles, pour dire, normalement, il y a un certain nombre de principes que vous devez respecter, mais jusque-là, vous verrez que les pays peinent à pouvoir. Les pays privilégient, par exemple, les ententes directes, alors que les ententes directes dans la réglementation du marché public ou de la commande publique, c'est des exceptions. Mais aujourd'hui, ça se généralise dans les pays. Devient la règle en quelque oui, sorte. alors que la règle, c'est l'appel à concurrence, c'est l'appel d'offres avant de penser aux règles spécifiques. Mais regardez le comportement des Africains, des pays africains, ils privilégient les ententes directes, les offres spontanées, etc., etc. Ce qui déjà pose un problème. Donc, ça va arriver. Moi, je crois que c'est tous les acteurs, y compris l'État, les partenaires, les clients,
tous ces gens-là, dans leur bataille quotidienne, à pouvoir remettre les règles de base qui vont nous amener vraiment à aller avec cette unité-là, cette unification du droit. Et nous l'espérons vivement, hein, parce que ce qui se passe dans les marchés publics dans nos pays africains, tout le monde sait que les grandes crises, les grands problèmes de détournement passent par là. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir une image idyllique de ce qui se passe ailleurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tendance à une harmonisation du droit de la commande publique en Europe, mais il n'est pas encore fait. Il y a eu effectivement une directive européenne qui y incite. Aujourd'hui, la France en est plutôt à une ordonnance et à un décret. Le code de la commande publique n'existe pas encore. Donc on est dans une démarche pour arriver à cela. C'est toujours très bien qu'une structure sous-régionale ou communautaire impulse l'action pour que, avec les transpositions nationales qui vont se faire in fine par les parlements nationaux, ça va permettre aux États d'adopter la réglementation idoine pour pouvoir gérer les choses. Donc c'est une façon de dire que c'est un mouvement qui est enclenché au plan international parce que on se dit que d'avoir des textes, d'avoir toute la réglementation, tout ce qu'il faut pour gérer les marchés publics dans un test unique, c'est quand même une façon de mieux contrôler les choses pour ne pas avoir des tests épars. Et aussi, il faut que le juge administratif joue son rôle. Il faut absolument que le juge administratif joue son rôle, qu'on replace les principes fondamentaux de la commande publique au cœur de l'action et du fonctionnement de ce droit de la commande publique qu'on appelle de nouvelle. Alors, quand on parle de commande publique dans les pays africains, surtout en Afrique subsaharienne, quelle appréciation globale vous en faites, Monsieur Prince Abodjan, non seulement du point de vue attribution, mais aussi exécution? Non, moi, ma position doit être encore plus tranchée que mon ami n'a dit. Moi, je trouve que les grandes crises que nous avons, les cas les plus graves de détournement, les plus graves de violation des règles d'éthique, c'est dans les marchés publics. Tout le monde, en tout cas pour moi, je suis convaincu. Et tout le mécanisme semble être fait à ce niveau-là. L'un des principes du marché public, c'est la transparence des opérations. Vous avez quoi pour pouvoir maîtriser cette transparence? Il est dit dans la pratique, si vous allez voir les acteurs, qu'on arrive même à faire de la publicité par des journaux spécifiques qui sortent que pour confirmer la procédure. C'est-à-dire que vous ne la verrez nulle part dans le système officiel. C'est-à-dire on lance le marché et c'est celui qui sait qu'on a lancé qui lance alors que c'est public. Et on fait des journaux, on a eu des cas où c'est des journaux qui sont sortis uniquement à des moments où personne ne peut l'avoir, des numéros qui n'ont jamais existé. Mais lorsque le contentieux est né, on a produit à la juridiction concernée des journaux de publicité. Donc, pour moi, je me dis, s'il faut faire un travail de fond, il faut faire vraiment un travail sur les marchés publics, en tout cas la commande publique de manière générale dans les pays africains. Le Bénin a pris des mesures dans la loi contre la corruption en faisant même une bonne partie de son chapitre au Code des marchés publics, en liant les conflits d'intérêts, les délits d'initiés, tout ce qui peut empêcher. Mais l'applicabilité de cette loi-là, nous savons ce que ça se passe. Donc pour moi, je n'ai pas vraiment une bonne... Dis donc, pour moi, je suis toujours inquiet à voir un peu le comportement de nos citoyens. Lorsque tu es nommé, la première chose que les gens viennent te dire, je veux des marchés. Ça, c'est la pratique chez nous. Ce n'est pas la pratique ailleurs, mais c'est la pratique chez nous. Tout le monde vient dire, mais je vais trouver un marché dans ton ministère. Ce qui veut dire que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la transparence, le mécanisme ne permet pas de le faire. Et nous avons très peu de sanctions aussi pour pouvoir discipliner les gens. Vous prenez le cas béninois, c'est maintenant seulement que les juridictions administratives ont commencé, de première instance, ont commencé à s'installer. Ce qui veut dire que les conflits qu'on avait avant se tranchaient uniquement par la Cour suprême du Bénin à travers sa chambre administrative, en premier, en dernier ressort. Donc on n'était vraiment pas à l'aise par rapport à ça. Il y a des ouvertures, il y a des volontés en Afrique, mais je ne suis pas sûr que de si tôt, nous allons vraiment assainir ce milieu-là.
Monsieur Dadi. Moi, je pense qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de la situation en Afrique des marchés publics, tout simplement parce que, comme je dis, l'expression du besoin n'est pas forcément optimum. La procédure n'est pas forcément appliquée. Il y a des procédures qui sont reconnues, et les marchés de gré à gré, les marchés négociés qui sont des procédures légales. Mais après se pose la question de l'opportunité d'utiliser ces procédures. Il faut reconnaître qu'en Europe, tout n'a pas toujours été clean. Tout n'a pas toujours été correctement adopté. Il a fallu qu'après des travers, après des dérives, qu'on mette en place des procédures de contrôle. Pourtant, des dérives, on en a toujours. On en a toujours aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a des dérives ailleurs qu'il faut l'accepter ici. J'en conviens. Alors là, pour le légaliste que je prétends être, je dis, on a bien compris que vous défendez l'aspect juridique et que moi je défends plutôt l'aspect économique, même si je suis un peu juriste aussi. Mais il n'empêche que, en termes de marché public, la première des choses qu'il faut voir, c'est ce principe de transparence de la procédure. Ensuite, il faut pouvoir appliquer aussi le principe de l'égal accès au marché public de toutes les entreprises. Et en fait, il y a le dernier principe qui m'échappe, mais que je vais retrouver. Certainement. Alors, les préoccupations majeures lorsqu'il s'agit de marché public ou de commande publique... N'est-ce pas, le troisième, n'est-ce pas la liberté d'accès? Absolument, la liberté d'accès. Merci. Vous voyez, on se complète. Voilà. Alors, on va évoluer dans ce débat. Les préoccupations majeures lorsqu'il s'agit de marché public ou de commande publique demeurent notamment la transparence dans l'attribution et l'efficacité dans l'exécution. Alors, des objectifs qui sont encore loin, très loin alors, d'être atteints dans beaucoup de pays africains, malgré toute la réglementation qui encadre et organise la matière. Comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer ce tableau aussi sombre? En réalité, les petites et moyennes entreprises se disent: pour accéder à un marché public, il faut connaître quelqu'un. Est-ce que aujourd'hui, je mets à disposition mon personnel qui va passer 3-4 jours à monter un dossier d'appel d'offres qui fait une centaine de pages? J'exagère, mais c'est ça. Et finalement, pas gagner de marché. C'est ça le sens de votre question. Bon. Mais du coup, ils ne répondent pas. Alors qu'en réalité, il y a un outil juridique qui est prévu, c'est que le pouvoir éducateur peut inciter au groupement d'entreprises pour pouvoir dégager en leur sein un certain nombre de professionnels du secteur public pour répondre au marché. Donc il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut vraiment que l'union fasse la force au niveau des entreprises, en même temps que l'union aujourd'hui fait la force au niveau du secteur public pour regrouper plusieurs administrations lorsqu'on a un même type de besoin. Donc, il faut que le pouvoir éducateur puisse inciter à ça. Alors, nous parlions en termes de décalage entre cette volonté de faire de la transparence et de l'efficacité dans l'exécution et la réglementation, les réglementations et directives en place. Qu'est-ce qui peut expliquer ce pléthore de tests existants, mais qui ne sont pas forcément respectés? Vous l'avez déjà dit, c'est sous l'impulsion des régions, des communautés régionales, de l'international, que les pays africains élaborent les tests de base pour réglementer ces structures. La plupart du temps, lorsque les pays veulent faire ces tests, ils se réfèrent à la région. Si nous sommes dans la zone ouest telle que nous avons l'UEMOA qui donne déjà des directives, vous avez l'international qui donne aussi des directives. Donc, ils font leurs tests la plupart du temps sur ces principes. Et je suis d'accord, puisque c'est les principes universels connus. Mais dans la pratique, les outils ne sont pas les mêmes. Les outils, dans la pratique, ne sont pas les mêmes de par les pays. Vous voyez, il y a des dispositions simples qui permettent à ce qu'on atteigne les objectifs dans le respect des tests, qui n'existent pas. Vous avez des pays où il y a l'impunité, par exemple, qui est érigée en système, où on ne punit personne, où
l'autorité publique peut prendre des mesures qui ne cadrent pas du tout avec la volonté, je dirais, nationale. Et il passe son temps, il n'est pas puni. Il y a ça. Il y a l'absence de professionnalisme des acteurs. Vous avez, dans le système de marché public dans nos États, je dirais une espèce de manque de professionnalisme. Le gars qui est là, il n'est pas contraint, il n'a pas d'objectif. Il se dit, ben, écoutez, je peux traiter ce document en 24 heures, comme je peux le faire en 6 mois, parce que je n'ai pas de contraintes. Parce qu'entre-temps, lorsque j'ai 3 dossiers sur ma table et que je dois le faire avec équité, l'autorité peut m'appeler pour dire le 10e qui est déjà de l'autre côté là-bas, sors-moi ça rapidement et on brûle l'accès à l'autre qui est déjà dans le pipeline. Donc il y a cette question de professionnalisme des acteurs et dans le juridique pur parce que la loi étant ce qu'elle est et que les gens ne comprennent pas. Mais il y a aussi toute la problématique du contentieux des marchés publics. Aujourd'hui, est-ce que celui qui va dans le marché public est sûr d'aller en contentieux et de gagner? Donc, dans cet environnement, il n'est pas sûr que nous ayons un marché public assaini, que nous ayons un marché public qui aide. Et ça agit sur la qualité des demandes, des biens. Vous savez qu'il y a des structures qui gagnent les marchés, qui ne livrent jamais le produit à la fin. Et ils sont légion au Bénin. Il arrive même que le Conseil des ministres, sur une décision, dit ben, désormais on ne donnera plus le marché à telle personne. Nous avons vu l'ancien président de la République, M. Aïboni, dire en plein chantier ici que vous n'aurez plus jamais de marché, sans tenir même compte d'aucune loi, tellement il était, je dirais, fâché. Donc, ce tableau montre que vraiment, au niveau des États africains, de manière générale, la surpuissance du pouvoir public, notamment des autorités publiques, agit. Et dès lors que nous n'avons pas les outils nécessaires pour pouvoir vraiment contrôler, pouvoir faire de la transparence sur ces questions-là, eh ben, nous avons des marchés qui sont presque pas bien faits d'ailleurs, les contrôleurs qui n'arrivent pas à faire leur travail, et nous tournons dans un cercle, et tous les pays, tous les États, je dirais tous les régimes qui arrivent ont du mal à s'en sortir, puisque dès qu'ils arrivent, ils ont des situations aussi difficiles à appliquer. Je me rappelle bien du président de la République sortant, c'est lui qui m'a donné beaucoup d'expérience en la matière, dans sa manière de voir. Il se fâchait régulièrement contre le mécanisme d'octroi des marchés publics. Il trouvait une certaine lenteur, il trouvait... Mais lorsque vous lisez le Code des marchés publics, vous avez des délais très restrictifs. Vous avez des délais très restrictifs. Nous, on a fait une étude sur le travail, on a dit, mais on ne peut pas faire mieux. Les choses sont à 1 semaine, à 2 semaines, réduites. Pourtant, ce n'est pas au rythme de l'autorité publique, parce que l'autorité publique a des besoins, il pense que rapidement il faut aller. Il faut que ce contexte-là soit analysé et que nous puissions avancer. Ce qui est intéressant dans ce que dit M. Aboudjon, c'est qu'on se rend compte finalement que la commande publique, enfin le domaine de la commande publique est à la fois juridique, administrative, économique, mais aussi politique. Parce que finalement, qui c'est qui applique ces tests pour satisfaire son besoin, si ce n'est le pouvoir exécutif? Il disait tantôt que le président Yahi était souvent en colère par rapport à la façon dont les choses allaient, parce que c'était peut-être certainement quelqu'un de pragmatique qui voulait, à partir du moment où la décision est prise, en tout cas entre le moment où la décision est prise et au moment où on voit l'effectivité de réactivité des fournisseurs et des partenaires, que les choses aillent très très vite. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas lorsque l'expression du besoin n'est pas assez satisfaisante et que le fournisseur choisi ne répond pas point pour point aux besoins exprimés, mais on se retrouve à des situations comme ça où on gère beaucoup plus de dysfonctionnement que de la qualité. Alors, les conflits d'intérêts, les mauvaises exécutions de ces marchés, malgré l'armada juridique qu'il y a en place, quelle est la part du judiciaire? Le judiciaire a un grand rôle. Vous savez, dans un État, c'est le régulateur, en fait. C'est le régulateur de la vie sociale. On a comme l'impression que le rôle n'est pas joué.
Oui, et là encore, je suis malheureusement obligé de le dire, la politique y met son nez. Parce que dans le fonctionnement des juridictions, qui est meilleur pour pouvoir donner les moyens nécessaires à la juridiction de fonctionner, c'est encore le politique. Et donc, et tout le mécanisme que nous avons encore, de plus en plus, quelquefois on a l'impression que ça plombe encore le système. Donc ce n'est pas qu'on n'y croit pas, mais on se dit, il va falloir qu'on arrive à avoir des acteurs déterminés à faire vraiment de la transparence, à faire de l'accès équitable des gens au marché public une règle, et à faire du marché public vraiment quelque chose qui frise le respect. Vous savez, le comportement même des citoyens, si nous regardons en Afrique, ça met en cause même le marché public en tant que tel, dans son essence. C'est un bien public. Et si vous voyez les constitutions de tous ces pays-là, on dira dedans, dans la Constitution, à une disposition claire que les biens publics sont sacrés. Vous voyez le comportement des citoyens vis-à-vis des routes, vis-à-vis des commandes, vis-à-vis du bien public. Donc, cela montre, il y a des, si vous prenez le cas au Bénin, je ne le dis pas, il y a des directeurs financiers, je ne sais pas si ça continue, mais je peux le dire, qui font des commandes qui ne servent à rien. C'est là où, M. Dadi, je suis d'accord avec lui sur la qualité de la dépense. Il y a des commandes, on fait des commandes. Vous avez vu, dans les dossiers qui sont passés, on a commandé des pneus. Beaucoup de pneus, alors qu'on veut de l'eau, par exemple. Donc, c'est une possibilité d'utiliser l'argent public. Tout simplement. On utilise l'argent public et on se fait, parce qu'en faisant comme ça, c'est toujours des choses derrière. Donc, nous sommes dans une situation où il faut vraiment une petite révolution judiciaire sur la question. Et ça montre qu'il faut des spécialistes en la matière. Aujourd'hui, notre système judiciaire ne forme pas encore les spécialistes. Nous n'avons pas encore fait de la spécialisation. Vous avez un juge du pénal qui a officié tout le temps au parquet, qui brusquement se retrouve juge au tribunal, qui commence à prendre des dossiers de marché public. Bon, il va faire ce qu'il peut. Et il est là, il a fini à peine 2 ans, il reprend une chambre civile où il règle les questions de divorce, il règle les questions de conflit entre monsieur et madame en couple. Il finit de faire ça, il revient dans le commerce. Donc, vous avez une situation juridique, judiciaire qui ne va pas... Vous, il faut aller à la spécialisation. Oui, aussi des juges. Alors, Monsieur Dadi, on a comme l'impression que si on n'y va pas à cette bonne définition des besoins avant d'aller aux commandes publiques, cela va demeurer comme les commandes publiques, comme un écran de fumée derrière lequel se passe beaucoup de choses. Pire que ça. Si on ne définit pas bien ce qu'on veut acheter, on achète mal. Ça, c'est sûr. Si vous allez au marché en voulant faire une sauce gombo, vous n'allez pas pouvoir acheter des légumes. Si vous achetez des légumes, vous n'aurez jamais votre sauce gombo. Donc, l'expression du besoin est un déterminant incontournable. Pour commander, on a les outils. On a les tests de loi, on a les ordonnances, on a les décrets, on a même des circulaires qui précisent un certain nombre de choses. On a le Code des marchés publics qui est le test suprême en matière de marché public. Mais si les services en charge d'acheter ce qu'il faut à l'administration pour fonctionner ne définissent pas un besoin cohérent qui soit en lien avec le besoin essentiel de l'administration pour son fonctionnement, on en arrive à acheter des choses qui ne servent strictement à rien, à commander des choses qui ne servent strictement à rien, tout simplement parce qu'on a envie de satisfaire on a envie de satisfaire un allié politique, un ami, quelqu'un avec qui on est en affaire. Et d'ailleurs, le troisième principe de la commande publique, mais revenu d'un seul coup, c'est la libre concurrence. Donc on a la libre concurrence entre les entreprises, le libre accès au marché public des entreprises et surtout la transparence des procédures. Si ces principes-là sont garantis par les tests de loi, et souvent c'est des principes à caractère constitutionnel, mais en même temps, il faut avoir des professionnels, comme dit M. Abdou,
Abidjan pour arriver non seulement à appliquer les choses, à avoir des procédures claires que les acteurs appliquent, mais surtout à avoir une jurisprudence administrative en matière de marché public qui vienne compléter les textes de loi pour avoir un domaine assaini en termes de marché public et surtout efficient et efficace. Alors, est-ce que quelque part le mode d'attribution des marchés publics ne pèse pas également sur la mauvaise exécution? Parce que quand on accorde la commande ou bien le marché à l'offre le moins 10 ans, comme c'est le cas souvent dans les pays africains, surtout dans le cadre de l'UEMOA par exemple, est-ce que cela ne pèse pas également sur, n'incite pas également ces entreprises qui obtiennent finalement ces marchés à mal les exécuter? Bon, pour moi, non. Pour moi, non, parce que si la règle du moins 10 ans est là et que vous vous engagez à le faire, compte tenu des moyens que vous avez, si vous êtes contrôlé après et que vous ne tenez pas votre obligation, on doit vous punir. Et si on punissait les personnes qui s'amusent à ne pas être dans la norme, en revoyant leur marge et en donnant des positions ou des prix qui ne cadrent pas avec la réalité, ils ne vont plus le faire. C'est-à-dire que si le moins 10 ans est un problème, c'est parce que dans la pratique, dans la gestion, dans la possibilité de contrôler, on n'est pas efficace. Parce que si le monsieur propose quelque chose qu'il ne peut pas faire à un prix qui n'est pas raisonnable et que les autres acteurs sont éliminés et qu'à la fin, il est sanctionné du fait que ce prix ne cadre pas avec la réalité, eh bien, il ne fera plus une prochaine fois. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il donne ce prix, sachant très bien que ça ne va pas l'aider à atteindre l'objectif, mais sur le terrain, il a des avenants qui réajustent le prix et à la fin, un marché qui est attribué à un montant, vous l'avez à la fin à des taux complètement. Et ça, je continue de penser que nous avons de cette manière d'agir que dans les pays, je le dis, dans les pays africains. Parce que le système de contrôle n'est pas tellement efficace, le système de sanction n'est pas efficace et entacher la responsabilité de quelqu'un, il n'a aucune l'action récursoire n'est pas poussée. Vous savez, au Bénin ici, lorsque l'agent public commet une faute et on condamne l'État, ça ne se limite pas à l'État de payer seulement le dommage qui est créé, ce que nous avons de manière classique au Bénin. Mais l'État a la possibilité, par une action récursoire, de se faire rembourser ce qu'il a payé. Vous reverrez, nous on a fait une étude là-dessus, vous revoyez dans la jurisprudence béninoise, depuis l'indépendance, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, que vous avez très peu d'actions récursoires. Donc, l'homme public se dit, de toute façon, moi j'ai mon salaire, je fais ce que je peux, et à la fin, on condamne l'État, et vous avez des sanctions. Vous avez énormément de dommages que l'État paye dans des marchés publics, et que l'argent qu'il a fait, peut-être à la rigueur une sanction disciplinaire, mais jamais le paiement du dommage. Et lorsque le système est fait comme ça dans les pays africains, vous êtes sûr que le monsieur va faire de moins 10 ans, il saura très bien qu'il ne peut pas faire ce pont-là avec le montant qu'il est en train d'avancer, mais parce qu'il veut avoir le montant, on lui fait le premier décaissement et il disparaît. Vous avez des milliers de projets comme ça dans nos pays. Ensuite, il n'y a pas une cohérence entre, dans nos États africains aussi, il n'y a pas une cohérence entre les structures décentralisées et l'État central. Vous avez l'État central qui décide de faire des choses dans des communes où les maires ne sont même pas informés. Donc, il y a tout ça qui amène... Et donc, moi, je pense que la question du moins 10 ans n'est pas seulement le problème. Il y a d'autres problèmes qui sous-tendent cette réflexion-là de moins 10 ans. Alors, M. Dadi. Oui. Alors, le principe du moins 10 ans est un principe sacré qui est lié à l'appel d'offres publiques. Maintenant, il faut arrimer à ce principe celui de la qualité. Ce n'est pas parce qu'une offre est moins 10 ans qu'il faut
faire un trait sur la qualité de ce qu'ils proposent. Il faut aussi arrimer à cela le principe du rapport qualité-prix. Parce que, à partir du moment où il est moins disant et qu'il offre une qualité moindre et que ce n'est pas la qualité que nous recherchons, d'où l'expression du besoin, on doit pouvoir dire, tiens, un autre principe, les offres anormalement basses. D'où la professionnalisation des acteurs des marchés publics, qui soient en capacité de dire, cette offre, par rapport à ce qu'ils proposent, est anormalement basse, donc on l'élimine. Il faut arriver donc justement à intégrer toutes ces pratiques, l'offre anormalement basse, le rapport qualité-prix, et aussi la moins-disant pour arriver justement à une offre économiquement avantageuse pour l'administration. Pour régler cette affaire-là, donc il faut absolument qu'on puisse professionnaliser les acteurs des marchés publics, qui soient plus simplement des juridiques, qui soient plus simplement des rédacteurs de marchés publics, mais qui soient de vrais acheteurs qui comprennent le besoin et qui sont aptes à analyser la satisfaction de ce qui est proposé. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes avant la fin de cette émission. Nous allons profiter de ces minutes pour parler d'un problème qui touche également les marchés publics, l'accès aux commandes publiques des petites et moyennes entreprises. Le tableau n'est pas forcément reluisant. Et nous prenons par exemple le cas du Sénégal, où seulement 28% des PME ont accès à la commande publique. Or, ces PME représentent 93% des sociétés au Sénégal. Qu'est-ce qui peut expliquer un accès aussi limité des PME aux commandes publiques, Monsieur Dadi? C'est la structure même des PME qui fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont un personnel réduit. Par défaut, c'est des petites entreprises. Et ils estiment qu'il faudrait mieux positionner les agents sur 3-4 jours à être sur le terrain à rapporter du chiffre d'affaires plutôt qu'à répondre à un dossier d'appel d'offres qu'ils ne vont jamais gagner. Mais pour autant, est-ce qu'on doit se satisfaire de cette situation? Non. Moi, je pense que non, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse, dans les marchés publics, adopter un principe par défaut d'allotissement qui permette aux entreprises locales de répondre à une partie du besoin qui, dans un ensemble, soit cohérent. Ou alors, inciter les PME à se regrouper pour répondre au même titre que les grands groupes. Mais là, c'est de la volonté politique. Ce n'est plus simplement le fonctionnement normal des marchés publics. Il faut une vraie volonté politique de vouloir avoir ce que j'appellerais une préférence nationale. Mais attention, pas préférence nationale comme d'autres personnes utiliseraient ce terme, mais une préférence nationale pour conforter les tissus économiques. Ou alors, s'il y a des entreprises internationales qui postulent à nos marchés publics, qui soumissionnent à nos marchés publics, mais leur imposer d'avoir une PME dans leur giron pour exécuter le marché. C'est une question de volonté politique. Et je le dirai toujours, la commande publique, c'est d'abord quelque chose de politique. C'est du juridique, mais c'est d'abord de la politique parce que c'est le pouvoir exécutif qui utilise cet outil-là pour son fonctionnement. Donc c'est à lui de prendre les décisions idoines, mais en respectant la légalité des choses. Tout à fait d'accord avec M. Dadi. La structuration des PME aujourd'hui ne leur permet même pas de fonctionner. Vous avez des PME qui n'ont même pas un fonds de roulement. Comment ils vont prendre en compte les premières démarches, les premières fonctions en matière de marché public. Donc vous avez cette situation due à la capacité même financière des PME. C'est la professionnalisation des acteurs des PME. Toutes ces questions-là se posent. Mais je crois que les États, si je prends le cas du Bénin, il y a des efforts qui se font pour faire ce que nous appelons, et ça a été un élément essentiel dans la loi portant partenariat, cadre juridique partenariat public-privé, où au lieu de parler de la préférence nationale pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la région, il y a la préférence régionale qui est prévue. Il y a l'indexage, je dirais, des multinationales qui doivent forcément avoir un pourcentage de main-d'œuvre, ce qui leur permet de gagner un certain nombre de contrats. Ils ont des points de plus. Il y a cette formule qui se met en place de plus en plus pour permettre à ce que les structures, les PME et autres puissent vraiment connaître. Mais là aussi, le développement dans nos pays des PME, vous savez, il y a très peu de PME qui savent faire une route correctement. Donc, il reste à faire à ce niveau. Mais il ne faut pas
il ne faut pas ne plus rester là à se plaindre. Il faut encourager les États à pouvoir vraiment aller dans ce sens-là, parce que tant qu'on ne privilégie pas nos ressources en interne, le jour où les ressources extérieures vont partir en matière de professionnalisme, en matière ça va laisser certainement un vide. Donc il y a cet effort à faire. Je peux me réjouir qu'au niveau du Bénin, en tout cas, dans la loi portant cadre juridique de partenariat public et privé, cet aspect de la question a été vu et analysé par les experts qui ont travaillé sur le test. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Il y a certainement beaucoup de choses à dire quand on parle de marché public, mais nous sommes limités par le temps. Merci d'être passé. Patrick Dadi, expert en marché public, Serge Prince Abodjan, juriste. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi une fois encore d'avoir été en votre compagnie. Prenez le rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et très bonne suite des programmes sur SICA.